Alors bonjour à tous. Bon, je suppose que vous êtes tous arrivés. Alors donc la valeur moyenne de f sur l'intervalle moins de 1, donc m égale 1 sur, alors la taille de notre intervalle ici, donc de moins 2 jusqu'à 1, ça nous fait un intervalle de taille 3. Donc 1 sur 3 fois l'intégrale, donc entre moins 2 et 1, de 3x exponentielle de 2x au carré. Alors, est-ce que vous avez trouvé une primitive pour 3x exponentielle de 2x au carré? Alors, le 1 sur 3, il vient du fait que là, on veut la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, il faut diviser par la taille de notre intervalle à chaque fois. Donc là, on a un intervalle donc de moins 2 jusqu'à 1, donc un intervalle de taille 3. Donc, on multiplie par 1 sur 3, vu que la formule, elle commence par 1 sur b moins a. Et ici, 1 sur b moins a, ça nous fait 1 sur, alors le b c'est 1, moins a, donc moins 2, donc ça nous fait 1 sur 3. Ok. Donc pour 3x exponentielle de 2x au carré, on sait qu'il va falloir enfin, il va y avoir du exponentiel de 2x au carré dedans. Sauf que la dérivée de exponentielle de 2x au carré, c'est 4x exponentielle de 2x au carré, puisque la dérivée de 2x au carré, c'est 4x. Sauf que nous, on veut pas 4x exponentielle de 2x au carré, on veut 3x exponentielle de 2x au carré. Alors qu'est-ce que je vais mettre ici pour qu'on ait un 3 au final à la place du 4? Personne ne voit? Alors, là, le nombre, il va être multiplié au 4 au final. Donc qu'est-ce qu'on doit multiplier par 4 pour obtenir 3 à la fin? Il y a un nombre, quand on le multiplie par 4, c'est égal à 3. Bah, c'est quoi ce nombre? Alors, bah, c'est 3 sur 4. Hein. 3 sur 4 multiplié par 4, les 4 se simplifient, ça nous fait 3 au final. Donc là, notre exponentielle de 2x au carré, on la multiplie par 3 sur 4, et à la fin, on aura 3 sur 4 fois la dérivée d'exponentielle de 2x au carré, donc fois 4x exponentielle de 2x au carré, ce qui nous fait bien 3x exponentielle de 2x au carré. Donc ça va être notre primitive. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est compris là pour ce 3 quarts exponentiel de 2x au carré? Bon, parce que bien entendu, après, donc on fait un tiers fois, donc on remplace le x par moins 2 moins ça avec le x remplacé par 1. Bon, on va pas faire la suite, je pense que enfin, vous devez en tout cas être capable de pouvoir faire la suite sans problème. Bon, c'était surtout trouver la primitive qui était compliquée ici. C'est bon? Ok. Alors, nouvelle feuille de route, donc que je vous avais demandé
d'imprimer. Bon, c'est pas très grave si vous l'avez pas imprimé, vous pourrez suivre à l'écran ou alors avec le PDF. Euh, donc, activité 1, donc, on va revenir sur les probas. Donc, le thème enfin, le titre de la feuille de route 5, c'est comment étudier des phénomènes aléatoires continus et comment prendre une décision. Alors, les phénomènes aléatoires continus, on va expliquer ce que c'est dans l'activité 1. Alors, partie A, c'est surtout des révisions. Donc, dans une course à obstacles, un coureur franchit chaque obstacle avec la probabilité 0,7. La course contient 5 obstacles. Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre d'obstacles franchis. Quelle est la nature de la loi de x? Normalement, vous ne connaissez pas beaucoup de natures différentes pour les lois en probabilité. Donc quand on vous pose cette question, ça veut dire que x suit quoi comme loi? Voilà, une loi binomiale. Alors ça va être quoi les paramètres? Alors 0, 7 et 5, mais attention, c'est dans l'autre sens, hein. Quand on a une loi binomiale, on met le n avant et le p ensuite. Donc 5, 0,7. Donc, je vous rappelle la phrase. Donc car x compte le nombre de succès. Donc le nombre de succès, un succès c'est quand le coureur franchit un obstacle. Donc obstacle franchi, on va mettre. Ah ouais. Donc obstacle franchi avec une probabilité P égale à 0,7 pour chaque obstacle. Donc dans une répétition, d'épreuve de Bernoulli, identique et indépendante. Puisque là, a priori, donc chaque obstacle a la même probabilité d'être franchi, et le franchissement d'un obstacle influence pas le franchissement de l'obstacle suivant. Alors, calculer P de x égale à 3. Mais maintenant qu'on connaît les paramètres de notre loi binomiale, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Il y a quelqu'un qui voulait parler là Alors évidemment, vous n'allez pas me donner la formule à l'écrit, mais donnez-moi le résultat quand vous l'avez.
Oui, il y aura besoin de la calculatrice. Oui, 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 d'abord le 5. Euh, alors, c'est pas 0,7 qu'on met en bas. Je veux dire, pour le coefficient binomial, voilà, c'est 3 parmi 5 qu'on veut. Et le 3 parmi 5 sur la calculatrice, enfin sur la Casio en tout cas, on met 5. Après, on met le grand C là, qui est dans Options. Après, il faut faire F6 pour aller dans le menu Probe. Et après, c'est F3. Et après, on met le 3. Donc 3 parmi 5. Après, donc la probabilité du succès, donc 0,7. En puissance, on met le nombre de succès. Donc là, on veut 3 succès. Et ensuite, on met probabilité de l'échec. Donc si le succès c'est 0,7, l'échec, sa probabilité c'est 0,3. Et si on veut 3 succès, ça veut dire qu'on veut 2 échecs, donc au carré. Et ça vous donne normalement 0,3087. Donc si vous n'arrivez pas à trouver ce résultat sur la calculatrice, n'hésitez pas à poser votre question. Alors ensuite, P de x strictement supérieur à 4. Donc là, si le x il est strictement supérieur à 4, ça veut dire qu'en fait il vaut quoi? Voilà. En fait, on cherche P de x égale à 5. Ça marche. Donc P de x égale à 5. On applique toujours la même formule. Donc là, c'est 5 parmi 5. Et donc P de x égale à 5, ça veut dire qu'on cherche la probabilité qu'ils franchissent exactement 5 obstacles. Donc ils franchissent tous les obstacles. Donc on veut que des succès. Donc fois 0,7 à la puissance 5 fois 0,3 à la puissance 0. Sauf que je vous rappelle donc que 0,3 à la puissance 0 c'est égal à 1, comme tout nombre à la puissance 0. 5 parmi 5, si vous vous souvenez de votre triangle de Pascal, c'est égal à 1 aussi. Mais si on repart de la définition, donc c'est le nombre, enfin, dans l'arbre de probabilité où il y a 5 répétitions, c'est le nombre de chemins qui permettent d'avoir 5 succès. Alors on sait qu'il n'y en a qu'un seul qui marche, c'est celui qui fait succès, 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 succès. Donc il n'y a qu'une seule possibilité. Donc notre coefficient binomial, on sait que c'est égal à 1. Donc finalement, il ne reste plus que 0,7 puissance 5. Alors, je ne sais pas combien ça vaut. 0,17. Ok. Oui, ça marche. Environ 0,17. Ok. Très bien. Et enfin, dernière question là sur ces révisions sur la loi binomiale. Que représente le produit 5 fois 0,7? Non, ça fait pas 0,85. Ça fait 3,5. Mais c'est quoi ce 3,5? Ouais, très bien, Sabrina. C'est l'espérance. C'est E de x
Je vous rappelle que la formule pour une loi binomiale, hein, c'est n fois p. Donc là, c'est bien n fois p qui a été fait. Donc c'est l'espérance de x. Donc notre coureur, là, quand il commence sa course, bah, il peut espérer en moyenne franchir 3,5 obstacles en tout. Donc c'est le nombre d'obstacles. Obstacles, que peut espérer franchir le coureur. Alors c'est en moyenne sur un grand nombre d'essais. Ok. Donc je vous affiche le diagramme en bâton pour notre loi binomiale là. Donc comme on a une probabilité de succès de 3,5 de 0,7, donc on a une concentration des valeurs autour de notre espérance là de 3,5. Donc on a très peu de chances d'avoir 0 succès et ça augmente par la suite. Partie B. Alors Margot choisit un nombre réel de l'intervalle 0,10. Alors, elle ne choisit pas forcément un entier, elle peut choisir par exemple 0,87, racine de 5 ou encore 3pi. Elle peut choisir vraiment n'importe quoi dans l'intervalle 0,10. Alors, calculer la probabilité que ce nombre soit plus grand que 5. Enfin, quand je dis calculer, c'est surtout déterminer, puisqu'il n'y a pas forcément de calcul à faire ici. Quelle est la probabilité qu'elle choisisse un nombre plus grand que 5, sachant qu'elle prend un nombre au hasard entre 0 et 10. Alors, strictement plus grand ou égal, il n'y a pas d'importance. Alors, est-ce que quelqu'un voit? Alors non, il va pas falloir faire comme en haut. Il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux. Là, on n'a pas de loi binomiale a priori. On n'a pas une répétition. On n'a pas, euh, on n'a pas une probabilité. Enfin, on n'a pas un succès ou un échec qu'on répète plusieurs fois. Donc là, il n'y a pas de loi binomiale. Non, mais juste, imaginez que vous avez un axe gradué là de 0 jusqu'à 10. Et donc Margot, elle va choisir un nombre
au hasard. Elle place au hasard son choix là sur l'axe. Bah, c'est quoi la probabilité que ce nombre soit plus grand que 5? Voilà, en fait 5 sur 10, enfin une chance sur 2 en fait, hein, donc une probabilité de 0,5. Ok, donc je vais juste mettre 0,5. Bon, on va noter ce. Donc en notant x ce nombre réel, donc la probabilité que x soit plus grand que 5, donc effectivement hein, une chance sur 2 ou 5 sur 10, peu importe, donc 0,5 comme probabilité. Est-ce que c'est. Enfin, j'espère que c'est clair pour tout le monde, mais manifestez-vous hein, si c'est pas compris. Et donc si c'est bon, la question 2, calculer la probabilité que ce nombre soit plus petit que 8. Donc toujours sur notre axe là. C'est quoi la probabilité qu'on tombe sur un nombre plus petit que 8? Ouais, c'est ça. 8 sur 10, donc 0,8 ou 80%. Enfin, on a une probabilité de 0,8 d'avoir un nombre finalement compris entre 0 et 8. Ok. Calculer la probabilité que ce nombre appartienne à l'intervalle 4, 7. Probabilité que x appartienne à l'intervalle 4, 7. Alors là, il y a plusieurs façons de trouver. Donc à chaque fois, il faut regarder la taille que représente notre intervalle par rapport à la taille totale. Oui, très bien Gabriel, 0,3. Ok. Donc j'explique quand même pour tout le monde. Donc en fait, on regarde ce que représente donc le rapport entre l'intervalle dans lequel on veut que notre nombre tombe par rapport à la taille totale. Là, on voulait que ça tombe là-dedans et entre 5 et 10. Et finalement, l'intervalle 5-10, bah, ça représente la moitié de l'intervalle 0-10. Donc on a une chance sur deux que ça tombe là-dedans.
Bon, là, notre intervalle 0,8, bah, il représente 80% en fait de notre intervalle 0,10. Donc on a une probabilité de 0,8 que ça tombe dedans. Bah, là, notre intervalle 4,7, et bah, ça représente 30% de notre intervalle 0,10. On a un ratio de 0,3 sur cet intervalle. Donc on a une probabilité de 0,3 de tomber dedans. Alors, question 4. Sachant que ce nombre est plus grand que 3, quelle est la probabilité qu'il soit plus grand que 6? Et là encore, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire graphiquement en faisant un petit schéma, ou vous pouvez aussi faire avec des calculs, euh, avec, euh, avec ce qu'on a vu dans le chapitre précédent sur les probabilités. Donc si on devait le noter, donc c'est la probabilité que notre x soit plus grand que 6, sachant qu'il est plus grand que 3. Alors non, ça va pas être 1 sur 7. Alors effectivement, il y a un rapport avec le 7 là. Puisque finalement, quand on sait que notre nombre il est plus grand que 3, donc on sait que notre nombre il va tomber en fait là-dedans, entre 3 et 10. Donc on sait que notre nombre est entre 3 et 10. Donc finalement, notre ensemble de référence là, bah, c'est un ensemble de taille 7. Donc comme on sait qu'il est là-dedans, c'est quoi la probabilité pour qu'il soit plus grand que 6? Alors, ça va pas faire 1 sur 7. Donc finalement, on peut oublier là le 0,10. Donc on est entre 3 et 10. Voilà, 4 sur 7. Là, on a un intervalle de taille 4 par rapport à un intervalle global, si on veut, de taille 7. Donc le rapport entre les deux, le ratio, c'est un ratio de 4 sur 7. Donc on a une probabilité de 4 sur 7. Très bien. Dites-moi s'il y a des questions, si vous ne comprenez pas comment on peut trouver ce 4 sur 7. Alors, ça fait environ 0,57. Donc même principe sur la question 5. Alors oui, juste, on pouvait aussi, il y avait une autre façon de le calculer. On pouvait aussi utiliser la formule des probabilités qu'on avait vue. La probabilité de x plus grand que 6, sachant que x est plus grand que 3, si on applique la formule, donc P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B, ça nous donnait probabilité de x plus grand que 3 inter x plus grand que 6 divisé par P de x plus grand que 3. Et finalement, x plus grand que 3 inter x plus grand que 6, bah, si vous avez un nombre qui est à la fois plus grand que 3 et plus grand que 6, finalement il est juste plus grand que 6.
puisque les nombres qui sont plus grands que 6, ils sont aussi plus grands que 3. Donc si on veut que ce soit à la fois plus grand que 3 et à la fois plus grand que 6, il suffit de prendre un nombre plus grand que 6. La probabilité d'avoir un nombre plus grand que 6, c'est 0,4. Et la probabilité d'avoir un nombre plus grand que 3, c'est 0,7. Donc on se retrouve encore avec notre 4 sur 7 de cette manière-là aussi. Donc question 5. Sachant que ce nombre est plus petit que 6, quelle est la probabilité qu'il soit plus grand que 2? Donc on sait que le nombre est plus petit que 6, et on veut la probabilité qu'il soit plus grand que 2. Donc on sait qu'on a un nombre entre 0 et 6. C'est quoi la probabilité que finalement il soit plus grand que 2? Au niveau de la taille, que représente l'intervalle 2,6 par rapport à l'intervalle 0,6? Alors attention Ursula, 1,5 c'est pas une probabilité. Nous il nous faut un nombre entre 3 sur 2 c'est pareil, c'est 1,5. Et du coup c'est pas un nombre entre 0 et 1. Donc là ça va pas marcher. Donc c'est pas 3 sur 2. C'est quoi la taille de l'intervalle 2,6? De 2 à 6, il y a combien? 4. Donc on fait 4 sur la taille totale de notre intervalle ici, voilà, qui est 6. Donc 4 sur 6. Donc en fait, c'était pas 3 sur 2, celui-là c'était 2 sur 3 plutôt. Donc environ 0,67. Donc voilà pour cette probabilité-là. Alors question 6, quelle est la probabilité que ce nombre soit 8pi sur racine de 7? Alors essayez pas de déterminer par un calcul pourquoi est-ce qu'on a choisi 8pi sur. Enfin, pourquoi est-ce que j'ai choisi 8pi sur racine de 7, hein. J'ai pris un nombre au hasard. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme probabilité de tomber sur ce nombre 8pi sur racine de 7? Il y a une chance sur 10 que le nombre que Margot elle ait choisi ce soit 8pi sur racine de 7. Ça paraît un peu gros quand même. Ça veut dire que dans 10%, enfin il y a 10% de chance pour que Margot elle ait choisi 8pi sur racine de 7. Ça fait beaucoup. Donc ce sera pas 1 sur 10. Alors bon, ça vaut environ 9,5. Là en fait il faut regarder encore une fois la taille de notre intervalle. En fait ce qu'on faisait là par exemple pour 4,7, enfin pour l'intervalle 4,7, la probabilité de tomber entre 4 et 7, c'était 3 sur 10 finalement, puisque notre intervalle 4,7 il est de taille 3 par rapport à un intervalle de taille 10. Donc on avait une probabilité de
3 sur 10. Par contre ici, notre intervalle en fait, euh, notre intervalle en fait, pour que x soit égal à 8pi sur 7, bah, il faut que notre x il appartienne à l'intervalle 8pi sur racine de 7, pardon, pas 7. Donc c'est l'intervalle en fait 8pi sur racine de 7, 8pi sur racine de 7. Et c'est quoi la taille de cet intervalle là? Donc on divisera par 10 si on veut. C'est un intervalle de taille 1 ça? Ouais, Sabrina, hein. C'est un intervalle de taille 0 en fait. Hein, l'intervalle qui va de 8pi sur racine de 7 jusqu'à 8pi sur racine de 7, bah, la distance entre les deux c'est 0. Donc on a une taille 0 par rapport à 10, donc qui nous fait en fait une probabilité de 0. On a une probabilité de 0 d'avoir comme nombre 8pi sur racine de 7. Et en fait, ça va être le cas de tous les nombres, ça. Par exemple, si je veux calculer la probabilité que x soit égal à 6, et bah, sachant que la valeur 6, bah, ça représente encore une fois un intervalle de taille 0, bah, la probabilité de tomber pile sur le nombre 6, bah, c'est 0. En fait, on n'a pas de probabilité, on n'a pas de valeur plus grande que 0. Enfin, pour tous les nombres là, sur notre intervalle, de 0 et à 10, tous les nombres, peu importe alors les nombres décimaux, les nombres rationnels, irrationnels, ils ont tous une probabilité de 0. Enfin, x a une probabilité de 0 de tomber sur chacun d'entre eux. Par contre, on sait que si on additionne toutes les probabilités, bah, ça va bien faire 1 euh, pour l'ensemble. Mais comme on en a une infinité de nombres entre 0 et 10, bah, on est obligé d'affecter à chacun de ces nombres la valeur 0, puisque si on affectait autre chose, bah, si on l'additionnait une infinité de fois, bah, ça finirait par... Enfin, on n'arriverait jamais à 1, on arriverait à plus l'infini, et ça marcherait pas. D'accord? Donc tous les nombres, en fait, n'importe quel nombre k, donc on a p de x égale à k, qui est égal à 0, pour tous les nombres k. Donc pour tous les nombres k qui appartiennent à l'intervalle 0,10, on a une probabilité de 0 de tomber sur ce nombre-là. Alors si c'est aussi particulier, c'est parce que justement, c'est pas le même type de loi que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, et c'était le cas pour la loi binomiale qu'on a vue dans la partie A, euh, la, une loi binomiale, c'est une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire qu'elle va prendre un nombre fini de valeurs. Là, notre grand X pour le nombre d'obstacles, qui comptait le nombre de succès, mais il va prendre un nombre fini de valeurs, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Point. Il peut pas prendre d'autres valeurs que ça. Donc on n'a que 6 valeurs possibles. Par contre, notre X dans la partie B, sachant qu'on a une infinité de valeurs ici, ce ne sera pas une variable discrète, ce sera une variable aléatoire continue. Donc elle peut prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur d'un intervalle en fait. Donc on a une infinité de possibilités et on ne peut plus affecter à chacun des nombres une valeur de probabilité plus grande que 0. Donc quand on a une variable aléatoire continue, chaque valeur a une probabilité de 0 en fait. Mais on peut quand même avoir des probabilités affectées aux intervalles. Là, les intervalles, par contre, quand ils sont plus grands que l'intervalle, que l'ensemble, qu'un singleton, qu'un nombre tout seul
comme 8π sur racine de 7 ou 6, quand ils ont une taille plus grande que 0, ils ont une probabilité plus grande que... Enfin, il y a une probabilité plus grande que 0. Donc le bilan. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il est un peu long. Donc, pour étudier des phénomènes aléatoires, il est possible de rencontrer des cas où le nombre de possibilités est fini. Les calculs de probabilité se font alors généralement par un dénombrement, c'est le cas de la loi binomiale, c'est-à-dire qu'on fait le rapport entre le nombre de possibilités totales et le nombre de possibilités qu'on veut dans l'événement pour lequel on veut calculer la probabilité. Donc ça se compte, enfin on compte les branches des arbres, etc. Donc ça se fait par dénombrement. Or, cela n'est pas toujours possible. Certaines variables aléatoires peuvent prendre un nombre infini de valeurs, par exemple un nombre tiré au hasard dans un intervalle, ou alors la masse des individus d'une population, etc. Mais on pourra tout de même associer une probabilité à un intervalle donné. Oui, Elmira, j'ai enregistré, donc tu pourras regarder ça après. Enfin, ce que tu as manqué. Vous me dites quand vous avez fini de copier le bilan, parce que comme il est un peu long, je sais pas trop. Je sais pas avec certitude combien de temps ça va vous prendre. Donc vous me prévenez quand c'est bon. Donc par exemple la masse des individus d'une population, hein, euh, la probabilité qu'une personne fasse pile 63 kilos, elle est nulle, puisque on a une infinité de valeurs. Enfin, ça dépend de la précision qu'on qu'on utilise, mais si on a une précision infinie sur la masse d'une personne, on peut pas calculer la probabilité. Enfin, la probabilité est de 0 pour chacune des valeurs.
c'est dans le cas où on regarde une valeur précise, en fait, par rapport à un intervalle. La valeur toute seule, elle représente une taille de 0 par rapport à tout l'intervalle. Donc, mais par contre, enfin, les variables aléatoires discrètes, il n'y a pas toujours une probabilité de 0 pour tout, hein. Quand on a des intervalles, euh, les intervalles ont une certaine probabilité. L'intervalle 4-7, par exemple, il avait une probabilité de 0,3. Bon, enfin, ce sera sûrement. Enfin, on va faire plein d'exercices là-dessus et ça devrait pas poser trop de difficultés, quand même. Mais donc, avant de faire le cours, on va faire l'activité 2. Et on va parler de melon. Alors, un producteur de melons annonce vendre des melons d'un poids d'1 kilogramme. Comme la nature ne lui permet pas d'offrir ce poids avec une bonne précision, il observe des variations. Il recueille alors quelques données concernant le poids des melons de son exploitation. Donc vous avez les fréquences de melons pour chacune des catégories là, de poids, données entre 0,7 et 1,3 avec des classes de taille 0,05. Première question, dresser l'histogramme des fréquences données dans le tableau avec des classes de taille 0,15. Et comme échelle, vous prendrez 0,05 par carreau en abscisse, 0,5 par carreau en ordonnée, avec une aire d'un carreau qui correspondra à une fréquence de 0,05. Donc si vous devez faire des classes de taille 0,15, ça veut dire qu'il faut les regrouper 3 par 3 en fait. Alors je fais le début. Donc vous devez. Alors l'échelle c'est 0,05 par carreau et 0,5 par. Enfin en abscisse et 0,5 par carreau en ordonnée. Donc en abscisse vous aurez les tailles de melon. Enfin non, les poids pardon de melon. Donc en allant donc par carreau c'est 0,05 en abscisse. Donc vous commencez à 0,7, il n'y a pas besoin de commencer avant. Donc 0,7, 0,75, 0,8, etc. Bon, vous prenez un carreau à chaque fois. Moi, je peux pas trop. J'aurais dû prendre le même espacement quand. Alors, je vais faire une nouvelle page. Prendre des carreaux à la place, ça sera peut-être mieux.
Donc vous faites vos... Bon, moi c'est pas précis du tout. Alors, je crois que ça va que jusqu'à 1,3. Ouais. Donc j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Et en ordonnée, donc vous faites 0,5 par carreau. Donc là, ça va être le poids. Donc là, vous avez 0, 0,05. Bon, il me semble qu'aller jusqu'à 0,4, je crois que ça suffit. Et ensuite, il va falloir faire donc un histogramme, c'est-à-dire que il va falloir faire des... Alors, je fais vite fait. Il va falloir faire donc des rectangles de largeur 0,15, puisque nos classes seront de 0,15, avec peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Bon, admettons. Mais qui va représenter les fréquences de chaque classe, pour chaque taille de melon. Alors il va falloir déterminer la bonne hauteur pour chacun des rectangles en fait. Non, le 0,5 je l'ai pas mis. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas besoin d'aller aussi haut. Après 0. Non, c'est 0,05. On vous dit, en ordonnée, on vous dit de prendre une graduation de 0,05 par carreau. Voilà. Donc, le premier rectangle, ça va être la classe la première, donc de 0,7 jusqu'à 0,85. Donc de là jusque là, on va avoir un premier rectangle, mais il faut déterminer la hauteur qu'on va prendre. Cette hauteur, il faut qu'elle nous donne la bonne fréquence. Alors, quelle est la fréquence de melon qu'on a dans la première classe, donc de 0,7 à 0,85? Alors de 0,7 à 0,75, on a 0.
Mais de 0,7 à 0,85, on n'a pas 0. Non, pas 0,04 non plus. Mais il faut tout additionner. Donc 0 plus 0,02 plus 0,04. Donc finalement, ça fait 0,06. Donc il va nous falloir un rectangle ici de taille 0,06 en fait. Mais il ne faut pas monter jusqu'à 0,06, ça marche pas. Parce que c'est l'air qu'on regarde hein, dans un histogramme. Bon, on continuera ça la prochaine fois. Hein. On va s'arrêter là. Euh, pour la prochaine fois, alors, que je retrouve ça. Donc je vous donne pas grand chose a priori. Exercice 2, page 207. Et comme exercice de bac, exercice 4, Polynésie. « 22 juin 2018. » Donc je vous donne pas grand chose puisque vraisemblablement je devrais corriger vos devoirs maison dans le courant du week-end. Donc je vous rendrai ça et je vous rendrai aussi, je déposerai aussi la correction du DM. Comme ça, en plus de ça, vous regarderez pour pouvoir poser éventuellement vos questions à la prochaine séance, donc lundi à 15h30. Et donc on continuera notre activité 2 à ce moment-là. Voilà, bon bah sur ce, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont pas tarder à manger, et bon week-end.